Une malformation, un accident brutal, une maladie soudaine ou un événement spécifique. La vie nous impose parfois des combats que nous n'avons pas choisis. Je m'appelle Méline Coulon, bienvenue dans Vaincre et sourire. Je pars à la rencontre de ceux qui ont traversé l'épreuve. Ils nous livrent leur histoire, leur victoire et surtout une formidable leçon de résilience. Comme ce podcast aborde des récits de vie intenses et sans filtre, si tu as une sensibilité particulière, je t'invite vivement à consulter la description pour connaître les thèmes précis avant l'écoute. Et rappelle-toi, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Vaincre et sourire. Aujourd'hui, on accueille Alizée. Le 5 août 2018, sa vie bascule lorsqu'elle circulait en moto avec son ancien compagnon Nicolas. Une voiture est venue les percuter. L'accident a été tragique puisque Nicolas a perdu la vie et Alizée s'est réveillée paraplégique. Elle va nous raconter les dures épreuves, à la fois le deuil de Nicolas, mais aussi son accident, se réveiller dans un nouveau corps, une nouvelle vie. Mais on est dans Vaincre et sourire, elle va surtout nous raconter sa reconstruction et sa vie d'après qui a continué. Merci beaucoup Alizée d'être là aujourd'hui. Merci à vous d'être venue jusqu'ici. Merci aussi de nous raconter ton histoire pas facile. Je vais te laisser nous raconter du coup cette journée du 5 août. Alors, on partait de chez des copains à moto, il faisait très très chaud et du coup moi j'avais un cuir pour la moto et la copine de chez qui on partait elle dit non mais prends mon manteau textile, t'auras moins chaud, etc. Voilà, et on part de chez eux et moi le dernier souvenir que j'ai c'est arriver au stop au bout de leur rue et de me dire mince, j'ai oublié mes papiers dans mon cuir puisque j'avais changé de moto et je me suis dit c'est bon, t'en as pas besoin, vous allez juste manger chez les parents de Nico, voilà, t'inquiète pas, t'en auras pas besoin. Et donc on part et arrivé à Maché en Vendée, une voiture, on était sur une route départementale à double sens, donc ça c'est ce qu'on m'a raconté parce que moi j'ai aucun souvenir de l'accident. Okay. Une voiture qui arrivait en face a tourné à gauche alors que nous on arrivait et du coup la voiture qui tourne et nous qui arrivons, on a percuté la voiture au niveau de la charnière entre le capot avant et la porte passager avant, donc vraiment il a tourné, on arrivait. Et a priori moi j'ai été projetée, retrouver 4 voitures derrière la voiture qui nous a coupé la route et après l'automobiliste est resté sur place. A priori il a pas du tout cherché à partir ou quoi que ce soit, il a complètement assumé le truc. Les secours ont bien sûr été appelés et il se trouve que c'est un ami de ma grande sœur qui était le médecin du SAMU en Vendée qui est venu et qui s'est du coup occupé de Nico et de moi et qui du coup m'a reconnu. Et c'est ce qui a permis que ma famille soit avertie. Alors lui, il a risqué très gros parce qu'il n'avait pas le droit de chanter le dispositif qui doit normalement être mis en place pour retrouver l'identité, étant donné que je n'avais pas mes papiers sur moi puisqu'ils étaient restés dans mon cuir qui était resté chez les copains. Mais il a appelé ma sœur quand même pour l'avertir. Donc moi j'étais consciente, a priori j'étais très agitée par moments où en fait je disais mais il est où Nico, pourquoi vous me montrez pas Nico dans le camion des pompiers, a priori du SAMU, a priori j'étais très très agitée et de temps en temps je disais mais pourquoi mon corps il réagit pas, mais laissez-moi aller le voir, etc. et j'ai perdu connaissance, je sais plus si c'est dans le camion du SAMU ou dans l'hélico. Il y a eu 2 hélicos qui ont été appelés. Un pour Nico, un pour moi. Nico était vraiment dans un état d'urgence absolue, lui, parce que il a fait une tamponnade. C'est que en gros, le péricarde, de ce que j'ai compris et de ce qui lui est arrivé, le péricarde, donc l'enveloppe du cœur, s'est durci et son cœur s'est emballé alors que l'enveloppe il y avait plus la place pour voilà et il avait de multiples lésions. Moi j'avais la blessure au niveau de la moelle épinière parce que j'ai eu
T6, T7, T8, T9, T12 en vertèbre thoracique, je crois, qui ont été fracturées. Et celle qui a vraiment explosé, c'est T7. Où là, ça faisait un amas de confettis. Et donc, c'est là que ma moelle épinière a été comprimée. Elle n'a pas été sectionnée, mais elle a été vraiment très comprimée. Tous les isthmes paravertébraux, des vertèbres thoraciques et quelques vertèbres lombaires. Double fracture, luxation du coude droit, trauma crânien, double pneumothorax. Je crois que c'est pas mal déjà. Je crois que j'ai rien oublié. La liste est et du coup, on a été transféré au CHU de Nantes. L'accident était en Vendée. D'accord. Mais on a été transféré avec 2 hélicos, donc l'hélico du SAMU du 44 et l'hélico du SAMU du 85, pour qu'on en ait un chacun. D'accord. Emmené en urgence absolue au CHU de Nantes. Parce que toi, ton état s'est dégradé en fait dans le camion du SAMU. Je sais plus si c'est. En fait, ils avaient amené le camion du SAMU sur place pour faire les premiers soins, etc. Mais ils attendaient les hélicos de toute façon. Ils savaient qu'on allait être transféré en hélico. C'était juste l'incertitude de savoir est-ce qu'ils allaient pouvoir avoir les 2 hélicos. Ok. Et donc oui. Donc merci à l'ami de ma sœur enfin moi je le dis toujours, je le revois encore très régulièrement, je lui dis qu'il m'a sauvé la vie et il dit non, je dis bah si quand même c'est toi qui as fait les premiers soins donc voilà. Et Nico lui est malheureusement décédé quand on est arrivé aux urgences. A priori, enfin moi j'ai aucun souvenir 1h30 avant, 8 jours après. D'accord. L'accident. Donc enfin j'ai quelques bribes de souvenirs en réanimation. Donc j'ai arrivé aux urgences, ils ont fait tous les scanners, et examens, machin, etc. Après j'ai été en réanimation où là j'ai été mise en sédation profonde, en coma artificiel si on veut, pour parce que j'étais intubée, etc. avec les pneumothorax et donc du coup fallait que je sois endormie. Ma famille a été avertie. L'accident était à 11h30 le matin, quelque chose comme ça. Ma famille à moi a été avertie dans l'après-midi. Okay. Et en fait, la famille de Nico, on était sur la route pour aller manger chez eux pour que je les rencontre, parce que ça faisait plusieurs mois qu'on était ensemble avec Nico, mais lui avait déjà vu ma famille, mais moi je les avais jamais rencontrés. D'accord. Et donc évidemment, ils s'inquiétaient qu'on n'arrive pas pour le repas. Ils ont fini par avoir des nouvelles parce que les copains de chez qui on partait le matin, on devait retourner chez eux le soir. Et forcément ils s'inquiétaient eux aussi qu'on n'arrive pas et ils ont appelé les hôpitaux, etc. Sauf que je sais plus exactement, mais il y avait eu Nico n'avait pas ses papiers non plus et il y avait eu une erreur par rapport à la plaque d'immatriculation de la moto. Ils ont retrouvé et en fait je crois que c'est à l'hôpital qu'ils ont mal orthographié son nom de famille par rapport au nom qui était sur l'assurance de la moto. Je crois que c'est ça. Donc ils te retrouvaient toi quand ils ont appelé les hôpitaux, mais c'est ça. Parce que du coup je crois qu'ils avaient mis un R de trop. Et donc bref, ils ont fini les copains par apprendre, peut-être même qu'ils ont appris par ma maman, parce que du coup dans les amis il y avait aussi une amie à moi depuis le collège qui a eu ma maman au téléphone parce qu'elle avait le numéro de ma maman par d'autres amis, enfin voilà. Et je crois que c'est ma maman qui a appris aux copains l'accident, le décès de Nico et je crois que c'est comme ça que ça s'est fait. Et après moi on m'a appris tout ça, donc moi avec la compression de la moelle épinière il y avait une paraplégie, mais sur le coup on savait, comme c'est qu'une compression et pas une section, il y avait une récupération possible.
où là, en gros, on donnait à ma famille, parce que moi, du coup, j'étais en état de sédation profonde, on donnait 2 ans de possibilité de récupération. Ce qui n'a pas eu lieu. Je suis toujours paraplégique complète. Enfin, si, j'ai énormément récupéré, puisqu'au début, j'étais en état de sédation profonde, et même quand j'ai été sortie de l'état de sédation, je parlais pas. J'ai reparlé au bout de... Je crois que j'ai été en sédation profonde 3-4 jours, et j'ai reparlé au bout du 4e ou 5e jour. Enfin, il y a eu au moins 2 jours où j'ai pas parlé du tout. Après, je parlais pas beaucoup. Et c'était ton traumatisme crânien en fait, ils savaient pas trop, est-ce que c'était l'état de sidération de tout ce qu'on m'annonçait, ou est-ce que c'était le trauma crânien. Parce que une fois que j'ai été réveillée, du coup, il y a eu les médecins, enfin le médecin-chef de réanimation, la psychologue et mes parents qui m'ont annoncé le décès de Nico et la blessure de moelle épinière. Tout ça en même temps? Moi, j'ai pas de souvenir. Non, je pense qu'ils ont fait en plusieurs temps, mais en fait, j'ai eu aucune réaction à la première annonce. Mais du coup, ils savaient pas, est-ce que j'avais pas de réaction parce que j'étais complètement sidérée par ce qu'on m'annonçait, ou est-ce que j'avais pas de réaction parce que j'avais pas compris, pas entendu, enfin voilà. Donc ils m'ont réannoncé un petit peu après. Et là, comme en fait c'est allé très vite, l'accident était le 5 août et les obsèques de Nico étaient le 10. Moi, quand on m'a dit que je pouvais pas y aller, j'en ai voulu à la terre entière. Je comprenais pas pourquoi on me laissait pas y aller, alors que factuellement, c'était pas possible. J'étais pas du tout en état d'y aller. Mais voilà, je comprenais pas pourquoi on me laissait pas y aller. Et donc là, j'ai reparlé un peu, c'est certain, puisque c'est moi qui ai demandé, puisque je pouvais pas y aller, j'ai demandé aux amis quelque chose qui paraît très bizarre de la part de plein de gens. Enfin, plein de personnes trouvent que ça peut être bizarre de demander ça, mais j'avais demandé à ce que les copains puissent filmer la cérémonie d'hommage au crématorium. Okay. Parce que j'avais besoin d'entendre ce qu'elle allait être dit et de voir comment ça allait se passer, etc. C'est vrai que le crématorium à Saint-Nazaire est petit. Nico était très investi dans plein de choses, et donc énormément de personnes voulaient être présentes. Les parents de Nico voulaient plutôt, les parents et sa sœur voulaient plutôt une cérémonie en petit comité. Les copains ont dit mais on peut pas, c'est pas possible, il y a trop de monde qui veulent venir, entre tout ce qu'ils faisaient, sport, danse, tout ce qu'il était investi. Et du coup, il y a eu plus de 200 personnes, je crois, qui étaient présentes. On n'était pas à la petite cérémonie. Du coup, non, mais mais c'était des gens qui avaient besoin aussi d'être là. Bien sûr, enfin, a priori, voilà, et moi, j'ai pas pu être à la cérémonie. Une partie de ma famille y était, mon papa et ma grande sœur étaient restés avec moi. J'avais besoin aussi de pas être toute seule. Et du coup, ce qu'on a fait après, une fois que longtemps après, j'ai eu le droit je suis sortie de réanimation, je suis allée en service de neurotraumatologie, donc je suis restée 8 jours en réanimation. Puis 3 semaines, un tout petit peu plus en neurotraumatologie, donc toujours à l'Hôtel-Dieu au CHU de Nantes. Et après, j'ai été transférée au centre de rééducation de l'hôpital Saint-Jacques, qui dépend du CHU à Nantes aussi. D'accord. Et là, je suis arrivée le 6 septembre, donc 1 mois et 1 jour après l'accident. Okay. Et j'ai eu le droit d'avoir des permissions à la demi-journée d'abord, puis au bout d'un moment, quand j'étais un peu plus rééduquée, etc., à la journée complète, puis une nuit. Enfin voilà, ça s'est fait très progressivement, et ça a été à partir de fin octobre. Je dirais que j'ai pu sortir un petit peu de l'enceinte de l'hôpital, et ça doit être en novembre. En novembre, ça c'est sûr. Le 11 novembre, j'ai fait mon premier retour à Saint-Brévin, au bord de la mer, chez ma maman.
où là c'était tout un bazar parce qu'en fait c'était l'époque des gilets jaunes et tout ça, et que du coup il y avait des blocages sur les ronds-points. Enfin, pour aller de Nantes à Saint-Brévin, on n'était pas sûr du tout qu'on puisse passer, mais comme j'étais en ambulance, on avait pu passer quand même. Ils laissaient passer les ambulances. Donc merci aux personnes. Je comprenais qu'il y avait des manifestations, mais j'avais aussi très besoin de retourner voir ma famille en dehors de l'hôpital. Donc voilà. Donc merci aux personnes qui bloquaient de nous avoir laissé passer comme lance. et après, je pense que c'est en février qu'avec les copains, on a pris une journée où on était chez des copains et on a fait une petite cérémonie pour que moi je puisse voir. Enfin, une cérémonie. On a fait un moment avec les copains où on a regardé ensemble la cérémonie de Nico, et comme ça, moi, j'ai pu voir, j'ai pu entendre, et j'ai pu me rendre compte que l'hommage a été vraiment à l'image de ce qu'il était. Enfin, à la hauteur de la personne qu'il était. Voilà. Et ça m'a rassurée de voir qu'ils avaient été. Enfin voilà, les copains étaient super. Ils avaient déjà, ils avaient filmé au début, le maître de cérémonie était un peu interpellé, et quand ils ont expliqué que c'était pour la copine de Nico qui était hospitalisée en réa, il avait dit oui, bien sûr. Oui, il y a une raison. Mais évidemment, je comprends que ça puisse paraître bizarre de filmer une cérémonie d'obsèques. De premier abord, mais finalement, toi, ça t'a permis de la vivre aussi. C'est ça. Un peu plus tard, une fois que j'étais prête, etc., et que les copains ont pu se rendre dispo, qu'on a pu être ensemble à ce moment-là. Et puis après, au moment de la cérémonie, les copains avaient mis derrière le cercueil un pack de bière. C'était de la chouffe normalement, qui était une des bières préférées de Nico. Et au moment où tout le monde passe pour dire un dernier au revoir au cercueil, tous les copains sont allés en même temps. Ils ont décapsulé une bière et ils ont trinqué à Nico. Et donc ça aussi, il y avait certaines personnes qui ont été un peu choquées, mais en fait, ça le représentait bien, quoi. À son image. Il était bon vivant, à aimer, passer des moments, partager du temps avec les autres, etc. Donc, c'était lui. Donc voilà, c'était probablement pas ordinaire, mais du coup c'était bien. Parce que c'est quelque chose qui t'a vraiment aidé finalement de filmer, même si ça paraissait bizarre aux yeux de plein de gens. En fait, ça m'a permis de quand même pouvoir moi avoir cette cérémonie d'au revoir qui est un peu on va dire traditionnelle, je sais pas comment dire ça, mais qui est un peu notre façon de dire. Après, moi, j'avais cheminé quand même, mais au début, une fois qu'on m'avait annoncé le décès de Nico, etc., à chaque fois que quelqu'un toquait à la porte de ma chambre d'hôpital, ça, je l'avais raconté à ma maman. En fait, au début, je me disais c'est Nico qui arrive, en fait. Je me disais c'est pas possible, vraiment. Et ça, pendant plusieurs mois, je me suis dit ça, c'est pas possible. Même dans un livre ou dans un film, on ferait pas un scénario aussi pourri. Parce que Nico, il avait fait construire une maison. Je m'étais greffée sur le projet parce que on s'est rencontrés. La maison était déjà sur presque la fin de la construction, etc. Le temps que tout soit fini, etc. On avait amené une grande partie des meubles le 21 juillet. On a fait notre première nuit dans la maison, la nuit du 4 au 5 août. L'accident était le 5 août. Donc la première nuit dans la maison, la veille de l'accident. On allait pour que je rencontre ses parents. On a un accident, Nico décède et moi je finis paraplégique. Je me dis, mais même dans le pire des films, on fait pas un truc aussi pourri. Ouais. Donc elle me disait, c'est pas possible, on va se réveiller. Bon si. Je me suis pas réveillée, mais voilà, j'ai continué de vivre et t'avais bien entendu que Nico était décédé, mais tu l'avais pas du tout intégré. Non, et j'étais dans le déni total. Je me disais c'est pas possible en fait. On va me réveiller, ça va se résoudre tout ça, et puis ça peut pas être réel. Et puis c'était peut-être aussi une certaine protection, dans le sens où on t'annonçait déjà que t'allais probablement pas marcher. C'est ça. En plus qu'il était décédé, c'était beaucoup, quoi. Ouais, et puis vraiment pour moi la paraplégie, enfin la blessure médulaire, comme on m'avait donné 2 ans pour que la moelle épinière puisse
se réparer en quelque sorte. Bah moi je m'étais dit il y a 2 ans, ça fait que 1 mois et demi, on est large. 2 ans, je comptais les jours. Vraiment, je comptais. Il me reste, je dis n'importe quoi, 1 an, 8 mois et 14 jours. C'est bon, laissez-moi. Ça va revenir. J'ai le temps. Laissez le temps à mon corps de se réparer. Et à la fois, je me disais, mais c'est sûr que je vais récupérer. Il y a aucun doute là-dessus. Quand j'ai récupéré mon téléphone, du coup, c'était le 13 ou 14 août. J'avais qu'un téléphone pro et perso à ce moment-là. Donc, moi, je suis sage-femme libérale. Et du coup, je rallume mon téléphone et donc j'avais en 8 jours une quantité de messages astronomiques, déjà de mes proches, etc. Et bien sûr de beaucoup de patientes. Et du coup, j'avais répondu à des patientes dont je faisais le suivi de grossesse. Oui, effectivement, là, pour votre consultation du mois d'août, ce sera mes collègues qui prennent le relais, mais en septembre, je serai de retour. Eh, mais bien sûr! Alors, j'ai été de retour au boulot en septembre. 2 ans après. Ouais, pas 2018. 2020. T'avais pas dit l'année après. Ah, oui, c'est vrai. Mais bon, du coup, elle avait accouché entre-temps. Elle avait accouché quand même entre-temps. Mais je me disais, j'étais complètement à côté de la plaque. Je me rendais pas compte du tout. Mais en fait, pour moi, mon corps allait récupérer. Et en vrai, il a récupéré. C'est juste que, oui, la paraplégie n'a pas récupéré. Mais quand je vois de là où je pars, vraiment, c'est déjà énorme. J'ai la chance d'être que paraplégique. Et ça avait été hyper dur. C'est une des choses qu'une aide-soignante m'avait dites quand je suis arrivée en centre de rééducation, donc 1 mois et 1 jour après l'accident. Évidemment, les aides-soignants, tous les soignants ont des transmissions sur notre parcours, ce qui nous est arrivé, etc. Mais là, l'aide-soignante qui arrive me dit, est-ce que tu veux bien me raconter ce qui t'est arrivé? Donc je lui explique l'accident, le décès de Nico, la paraplégie, machin. Et elle me dit, déjà t'as de la chance parce que toi t'es en vie. Et je lui dis, alors t'as pas le droit de me dire ça. Parce que je suis la seule à pouvoir juger si j'ai de la chance d'être en vie ou pas. Et là, pour l'instant, j'en suis pas là. À ce moment-là, j'en étais vraiment pas là. Je savais pas si j'avais de la chance d'être en vie alors que Nico était parti et que je savais pas du tout ce que ça allait donner pour moi la suite d'un point de vue autonomie, etc. Donc, voilà. C'était trop tôt. C'était beaucoup trop tôt pour me dire ça. Bon, au final, elle a raison et c'est vrai que je le pensais aussi et factuellement, dès que j'ai intégré, qu'on m'a annoncé le décès de Nico et que j'ai retrouvé un peu plus, au début j'étais complètement shootée par les médocs qu'on me donnait aussi et ce qui n'aidait pas, mais dès que j'ai retrouvé un petit peu de lucidité, etc., je me suis dit de toute façon faut que je vive pour 2. Nico est plus là, mais il faut que je vive pour 2. Donc oui, la vie qu'on me donne, je vais la vivre à fond et je préfère bien vivre avec ce qui me reste que mal vivre avec ce que je n'ai plus. Et donc ça n'a pas été facile tout le temps. Il y a eu des allers-retours. Oui, voilà. Montagne russe. Voilà, mais j'ai quand même vraiment la chance d'être en vie. Et l'autre chose que m'a dite cette aide-soignante, c'est qu'elle m'avait dit, ah, puis t'as de la chance, t'es que paraplégique. Et donc, sur le coup, j'étais là. Ouais. Viens à ma place. Oui, wouhou. Et en fait, réellement, elle a raison. Parce que j'ai la chance d'avoir tout le haut de mon corps qui fonctionne. Ma paraplégie, elle est juste en dessous le sternum, donc j'ai pas les abdos, etc. Mais quand même, mes bras, etc. Ce qui me permet d'avoir une vie maintenant complètement autonome à partir du moment où les endroits où je vais sont accessibles. Oui. Et plus ou moins adapté. Donc oui, la loi d'accessibilité universelle, elle est de février 2005, elle a 21 ans, on est loin d'être dans une accessibilité universelle, il y a plein d'endroits où on va où c'est pas accessible, où il faut toujours, dès qu'on veut faire un bar, un resto, un hôtel, des vacances, il faut anticiper, il faut réserver, machin, etc. C'est pas simple, mais quand même. Ouais. J'ai repris mon boulot, j'ai une voiture, j'ai mon logement, au quotidien, je suis autonome, je peux faire mes cours, je peux me faire à manger, je peux me laver, je peux m'habiller. Et donc oui, j'ai beaucoup de chance d'être paraplégique. Parce que malheureusement, dans mon entourage, que des copains que j'ai pu rencontrer au centre de rééducation, par exemple, ou
il y a des copains qui sont tétraplégiques très haut et qui vont avoir une atteinte comme avait que j'ai rencontré au centre de rééducation, qui est malheureusement décédé maintenant, mais Monsieur Philippe Pozzo di Borgo, qui avait inspiré le film Intouchable, oui. Qui du coup tétraplégique très haut, qui bouge sa tête, son cou, ses épaules, qui avec des adaptations, etc. et un fauteuil soit en commande au niveau du menton, soit dans la tétière, voilà, peuvent avoir une certaine autonomie de déplacement, mais où limité, voilà, malheureusement dans leur vie, ils peuvent pas prétendre à une autonomie complète. Ouais. Alors que moi, c'est le cas. Dans la plupart des situations. Évidemment, si on me demande d'aller à l'étage alors qu'il y a que des escaliers, je serais bien embêtée. Mais voilà, factuellement, dans un espace de vie, dans un environnement accessible, c'est ok. Je peux me faire à manger, je peux m'habiller, je peux me laver, etc. Et ça, malheureusement, tout le monde ne peut pas y prétendre. Donc ça va, quoi. Et sur le coup, quand elle t'a dit ça t'a mis en colère et ça t'a donné la rage d'aller de l'avant, ou tu t'es tout de suite dit... Sur le coup, je me suis dit, non mais je suis tombée où? Où on me dit que j'ai de la chance d'être paraplégique. Sortez-moi de là. Et puis je me suis dit, sur le coup, comme elle a enchaîné, t'as de la chance d'être que paraplégique et t'as de la chance d'être en vie. En fait, le t'as de la chance d'être en vie, je lui ai dit, écoute, je vais pas dire son prénom, mais je dis écoute, parce que tout le monde se tutoie dans les centres de rééducation tout de suite. Donc ok. Moi, j'ai toujours pour l'immense majorité de mes patientes, je les vous vois, etc. Mais après, en fait, on passe tellement de temps au centre de rééducation, c'est des très longs séjours, et donc du coup, effectivement, au bout d'un moment, il y a une certaine proximité qui s'installe, mais en fait, ils la mettent en place tout de suite pour que, enfin, pas tous, remarque, mais l'immense majorité tutoie tout de suite. Et donc, je lui ai dit, écoute, je pense que je comprends ce que tu veux dire, mais là, vraiment, je suis la seule à pouvoir juger si j'ai de la chance d'être en vie ou pas. Donc, je te demande, soit on oublie ce que tu viens de dire, on passe à autre chose, soit tu sors, mais là, je peux pas. C'est pas possible. Et du coup, non, mais excuse-moi, t'as mal compris. Non, j'ai très bien compris. Ah, c'était très clair. C'est quand même assez clair. Tu as de la chance d'être en vie. Il n'y a pas 50 000 façons d'interpréter le truc. Mais bon, voilà. Du coup, ça t'a quand même fait avancer derrière. Oui, et puis en fait, ça rejoignait ce que moi j'avais intégré depuis le départ, c'est que oui, factuellement, j'avais la chance de moi être en vie, que Nico, lui, malheureusement, n'était plus là, et que fallait que je vive pour deux, que cette envie de vivre qu'il avait, etc. Il fallait que je l'honore quelque part. Et donc oui, et que de toute façon, même si on me donnait 2 ans de récupération possible au niveau de la blessure médulaire, donc blessure médulaire de moelle épinière, j'allais avancer avec l'état actuel des choses. Je suis très factuelle ou pragmatique, je sais pas comment dire ça, mais oui, je vais peut-être pouvoir récupérer, mais là pour l'instant c'est comme ça. Donc comment tu peux faire pour vivre le mieux possible dans l'état actuel des choses? Et si plus tard ça s'améliore, mais tant mieux. Enfin, et ce sera que du plus. Mais au moins, en attendant, t'as pu retrouver une certaine autonomie, t'as pu avoir des projections sur ce que t'allais pouvoir faire, etc. Et assez rapidement, certains soignants m'avaient dit ah oui, t'es sage-femme, et du coup, t'envisages comment ta reconversion? Ah non. Alors là, vous ne me connaissez pas assez encore. Moi déjà, je vois mes patients dans une semaine. Voilà, donc là, dans un mois, je les retourne. Donc vous avez pas bien compris. Non, une fois que j'avais quand même intégré que oui, ça prendrait pas une semaine, que j'en avais pour plusieurs mois. Je leur ai dit, mais en fait, moi, je travaille en libéral. Oui, sage-femme en maternité, ce serait extrêmement compliqué. En tout cas, en salle de naissance, ce serait très compliqué. Moi, en libéral, je pense qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, vous m'avez même pas laissé l'envisager, l'essayer. Je dis là, on va voir comment se passe ma rééducation, comment avance la situation. Mais pour moi...
ça va le faire en fait. Ça va pouvoir. Solution. Et de toute façon, moi, je voulais être sage-femme depuis que j'étais en CP. J'ai eu la chance, malgré d'autres déboires de santé, de pouvoir faire mes études, de les finir et d'avoir une assez lourde opération du dos 1 semaine après mon diplôme pour pouvoir envisager, mon métier dont je rêve depuis tout le temps. C'est pas une petite paraplégique qui va m'empêcher d'être sage-femme quand même. Voilà, et la chance que j'ai eue, c'est que même s'il y avait certains soignants qui étaient un peu peut-être pas dissuasifs, le mot est peut-être fort, mais un peu limitant en se disant ouais quand même ça va être compliqué, etc. C'est que la médecin-chef du centre de rééducation où j'étais, qui est maintenant partie à la retraite, mais c'était professeur Père-Verbe Brigitte, qui est elle-même paraplégique en fauteuil et qui est une référence mondiale sur la recherche et les avancées autour de la blessure médulaire et de la rééducation, etc. Et donc quand elle a su qu'il y avait une sage-femme paraplégique qui voulait reprendre son boulot, etc., et que certains cherchaient à lui dire faudrait quand même envisager autre chose, elle a dit hop, laissez-la. Si elle le souhaite, on va faire en sorte que ce soit possible. Et donc j'ai pu rencontrer voilà. J'ai repris. J'ai pu rencontrer Claire Lelay de la cellule de réinsertion professionnelle qui est ergonome à Saint-Jacques, qui a été exceptionnelle, et mes amis et collègues sages-femmes de l'époque avec qui j'étais en collaboration, Catel et Mélanie, ont été exceptionnelles aussi, parce qu'en fait elles ont cherché une remplaçante au départ, que ça a été un peu compliqué. Du coup elles ont pris le relais de ma patientèle pendant tout le temps de mon arrêt de travail. En fait, elles auraient très bien pu dire, on prend une autre collaboratrice et Alizée, tu te débrouilles. Et non, elles ont attendu que je puisse revenir. Elles ont été vraiment exceptionnelles. Enfin, j'ai eu un entourage, que ce soit amical, familial, professionnel, vraiment exceptionnel. Elles ont attendu 2 ans. C'est ça. Enfin, c'est long, 2 ans à pallier. En fait, on savait pas combien de temps ça allait prendre pour que je puisse revenir. Du coup, c'est à partir du mois de janvier ou février 2019, donc l'accident était en août 2018, qu'avec Claire, on est retourné à mon cabinet, donc Claire Launay, l'ergonome. On est retourné au cabinet pour voir un peu comment on pouvait aménager, quel matériel était nécessaire, quels aménagements même d'accès au cabinet, etc. étaient nécessaires, et puis au niveau même de l'organisation du travail, qu'est-ce qui était envisageable ou pas. Et en fait, après, on a commandé un plan de travail pour que je puisse examiner les bébés à ma hauteur, parce que une table allongée classique, c'est trop haut pour quelqu'un. C'est bien pour quelqu'un debout, mais pour moi en fauteuil, c'était pas faisable. Et puis après, voilà, une table d'examen pour les mamans, tout électrique, etc., ce que j'avais pas avant. Et tout ce matériel, on est allé dans différents showrooms pour voir, et ça a été livré en février 2020. Et le plan de travail que j'avais commandé à ma hauteur en fauteuil a été livré à hauteur de quelqu'un debout. Et du coup, non. Moi, sur le coup, j'étais là, mais si, ça va le faire. Et puis Claire Launay était là, non, ça va pas le faire. Déjà, tu vois pas bien le bébé, puis tu vas te faire mal aux épaules. Et donc, du coup, on a renvoyé. Moi, on avait commandé à une entreprise française, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était fabriqué en Italie. Et février 2020, l'Italie, ils étaient déjà confinés pour le Covid. Ah oui. Et du coup, mon plan de travail n'était ni indispensable ni urgent, et donc du coup, ça a été refait et relivré qu'en septembre. Et nous, on avait été confinés en mars 2020 en France. Mmh. Et donc finalement, je me dis, sur le coup, j'étais hyper en colère parce que, j'étais très déçue surtout parce que ça faisait 1 an et demi que on avait eu l'accident, que j'allais reprendre le boulot, que j'allais reprendre un peu ma vie, et je me suis dit mais non, tout
ça à cause d'un meuble, c'est quand même trop bête. On peut trouver d'autres solutions. Juste la solution. Et je me suis dit, c'est trop bête, quoi, là. Et en fait, que j'ai pas repris au moment du confinement, quand je vois dans quelles conditions mes collègues ont dû travailler à ce moment-là, tous les professionnels de santé d'une manière générale, ça a quand même été une période extrêmement compliquée. Que moi je reprenne en septembre, une fois que le meuble avait été livré conforme, etc. En fait, il y a eu tout un enchaînement de trucs, mais en gros le meuble a été livré le 18 septembre, un vendredi, et moi j'ai repris à travailler le 21. J'ai ouvert Doctolib et le lundi j'ai repris à bosser. J'avais genre 2 patientes, je crois, mais en même temps c'est normal, en ouvrant Doctolib le vendredi pour le lundi, une nouvelle sage-femme qui a tous ses créneaux de libre. Sur le coup, peut-être que certaines se sont dit trop bien, des patientes que j'avais avant qui se sont dit ça y est, elle est de retour. Mais on peut aussi se dire c'est très bizarre, ce professionnel de santé qui n'a aucun patient. Ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ouais. J'appréhendais beaucoup le retour au travail, le regard des patientes, le regard des familles, le regard des autres professionnels de santé. Voilà, moi j'avais travaillé en gros 2 ans et demi à peine entre mon début d'activité de sage-femme libérale et l'accident, puis du coup 2 ans, 1 mois et 16 jours d'arrêt de travail pour que je puisse reprendre. Je me disais, est-ce qu'ils vont me faire confiance encore, même les autres professionnels autour? Est-ce que les familles vont être OK? Comment elles vont accepter le fauteuil, le fait que je fasse pas de visite à domicile? Puisque les sages-femmes libérales, l'immense majorité font des visites à domicile. Et finalement, les familles, elles ont dit, en fait, une fois qu'on a fait le suivi avec vous, on préfère venir au cabinet plutôt que d'avoir les visites à domicile parce qu'on y a le droit. Le médecin, on se déplace, il vient pas à la maison, donc là c'est pareil, voilà. Donc là maintenant que ça fait 5 ans et demi que j'ai repris, à peine septembre, ça fait pas encore tout à fait 5 ans et demi, mais voilà, je suis très contente d'avoir repris. Là, ça fait 7 ans et demi qu'on a eu notre accident et j'ai beaucoup de chance. Et au final, les familles, elles ont accepté même les nouveaux. C'est ça, en fait, il y a eu tout un cheminement pour envisager ma reprise de boulot parce qu'avec le trauma crânien, j'ai eu beaucoup de séances de neuropsychologue au centre de rééducation pour voir ma capacité à pouvoir encore travailler et potentiellement ne pas être dangereuse pour les patients. Et du coup, ça avait montré que c'était OK. Enfin, j'ai une plus grande fatigabilité, mais d'une manière générale, même physique, donc je ne peux plus bosser à temps plein comme je le faisais avant. Donc, en gros, je travaille à mi-temps, un petit mi-temps de libéral, on va dire. Okay. En même temps, les collègues libérales, il y en a beaucoup qui font 60 heures par semaine. Donc, c'est vrai que moi, avec mes 20-25 heures avec les patientes, plus l'administratif à côté qui me prend au moins 1h30 par jour, récupérer les ordonnances, envoyer aux patientes, rappeler, machin, etc. Finalement, 20-25 heures, on va dire 30 heures par semaine, ça va, c'est pas un si petit mi-temps que ça. Mais bon, voilà, je peux clairement pas faire plus. Et puis, l'accident m'a aussi vraiment fait prendre conscience que j'adore mon boulot, mais que je vis pas que pour travailler. Ouais. Et que j'ai besoin d'avoir du temps avec ma famille, avec mes amis, juste du temps pour moi aussi parfois, aller me balader, voilà. Et donc ça, c'est aussi une des leçons que l'accident m'a donné. C'est, voilà, il y a plein de choses à faire. Avoir un boulot qui me passionne et qui est en partie compatible avec la paraplégie, c'est déjà une grande chance. J'ai fait en sorte que ce soit possible aussi. Hein. Oui, tu t'es donné cette chance. Mais vraiment, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Donc, et quand tu dis en salle d'accouchement, ce serait trop compliqué parce qu'il y a beaucoup de mouvements à faire, il y a beaucoup de déplacements. Ouais, et puis pour la gestion des situations d'urgence aussi. Okay. Je pourrais pas brancarder une patiente, par exemple, donc pousser un lit pour une situation d'urgence. Et puis, comme j'ai pas mes abdos au niveau de la gestuelle, etc., ce serait sûrement compliqué. Et puis de toute façon, moi,
je faisais déjà du libéral avant l'accident. C'est vraiment ce que je préfère parce qu'on fait du suivi au long cours. Moi, c'est ce qui me correspond le plus. Après, heureusement qu'il y a des sages-femmes qui préfèrent le travail en salle de naissance, etc., parce qu'il y a besoin des sages-femmes dans tous ces domaines-là. Mais moi, je trouve que d'un point de vue relationnel, pour moi, c'est beaucoup plus riche le suivi au long cours que je fais avec mes patientes en libéral, que je vais voir pour un suivi gynécologique de contraception et de prévention, par exemple, puis pour un projet de grossesse, puis le suivi de grossesse, le suivi après l'accouchement, la rééducation, l'accompagnement de l'allaitement ou du biberon en fonction du choix de la famille, la pesée du bébé le premier mois, etc., les examens. Et puis après resuivi gynéco s'ils veulent pas et contraception s'ils veulent pas un autre bébé tout de suite, et puis deuxième grossesse, et puis pour certains troisième grossesse, et donc ça fait des familles que je suis comme ça pendant des années. Et d'un point de vue relationnel, pour moi, c'est plus riche. Pour certaines sages-femmes, l'intensité de la salle de naissance et évidemment au niveau émotion, la naissance d'un enfant, d'un point de vue relationnel, c'est aussi énorme, mais c'est un instant T. Les gens, la plupart du temps, tu les revois pas après, à part un gros coup de chance ou pour une deuxième naissance, tu retombes sur la même sage-femme, mais oui, c'est quand même pas la majorité. Donc finalement, en fait, tu t'es pas dit à un moment donné, toi, dans la continuité des choses, j'aurais aimé un jour être en salle d'accouchement, parce qu'en fait, c'était pas forcément un souhait dès le départ. C'est ça, c'est pas ce que je souhaitais, et puis je suis comme ça, j'ai besoin de savoir un peu à quoi m'attendre, de savoir un peu comment va s'organiser ma journée, etc. J'ai très souvent, même en libéral, des consultes qui se rajoutent parce que des situations pas prévues, un besoin un peu urgent, je suis pas un service d'urgence, mais voilà, un imprévu, un truc nécessaire là aujourd'hui, donc je rajoute une patiente entre deux. Mais ça n'a rien à voir avec les situations d'urgence de salle de naissance. Je suis trop stressée pour pouvoir gérer ça de manière convenable, et du coup, voilà, très bien. Il y a plein de collègues super qui font ça super bien, et moi je fais l'accompagnement à côté, le avant, le après, pas le pendant. Voilà. Okay. Mais bon, après, tout se passe bien. Ouais, j'ai de la chance de pouvoir avoir un métier qui me plaît, ça c'est quand même chouette. Oui, parce que vraiment, quand on t'a dit au centre, à mon avis, ça va être compliqué, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait? C'est ça. Je me suis dit, je me suis jamais posé la question de faire autre chose. Donc, et je n'envisageais pas du tout de ne pas travailler. En fait, je me disais, j'ai la possibilité de le faire, et de toute façon, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? J'ai la possibilité de travailler, donc et j'ai besoin d'avoir cette vie sociale et d'avoir ce rythme de vie, ce retour à une vie normale. Donc c'est vrai que c'est partie du processus. C'est ça, du processus de rééducation. Donc en gros, en tout, j'ai été hospitalisée en centre de rééducation du 6 septembre au 3 mars en temps complet, puis en hôpital de jour 2 mois. Donc en gros, j'ai eu 9 mois d'hospitalisation. Une fois que je suis sortie du centre de rééducation, je suis allée vivre chez mon papa pendant 9 mois aussi. Pour une sage-femme, c'est quand même pas mal. 9 mois. C'est ça. Il y a des chiffres. Et voilà, il n'y a pas de hasard. Et après, j'ai trouvé, je suis allée chez mon papa parce que il avait pu faire adapter au rez-de-chaussée une chambre et une salle de bain, et il habite à 10 minutes du centre de rééducation, donc pour aller en hôpital de jour, c'était quand même beaucoup plus facile que de Saint-Nazaire, où il y a plus d'1 heure, du centre de Saint-Jacques. Il y a un centre de rééducation aussi à Saint-Nazaire, mais Nantes, ils sont vraiment un peu réputés référence pour les soins aigus des blessures de moelle épinière, donc du coup c'est pour ça aussi que j'avais été là-bas. Et après, j'ai trouvé un appartement que j'ai pu faire aménager, adapter sur Saint-Nazaire. Donc l'appart, je l'ai acheté en octobre 2019. Le temps que les travaux soient faits, j'ai emménagé en décembre 2019. J'aurais dû reprendre le travail en février 2020, mais du coup, septembre 2020. Donc finalement, et j'ai eu ma voiture en octobre 2019 aussi. Et mon avocat me disait d'ailleurs, tout doit aller vite avec vous, Alizée. Ça, c'est incroyable. Faut toujours que tout. Je dis oui, mais moi j'ai envie de reprendre une vie. Ça t'aide à avancer. C'est ça. C'est ce qui m'avançait c'est ce qui me motivait, c'était de retrouver une autonomie, une vie la plus normale possible.
Alors oui, tout me prend beaucoup plus de temps. Il y a une temporalité parallèle dans le monde du handicap, c'est pas possible. Tout prend plus de temps, mais quand même, je travaille, je vois mes amis, ma famille. Enfin voilà. Ouais. Aujourd'hui, tu as d'autres séquelles de l'accident que la paraplégie? La fatigabilité qui est très importante. J'ai quasiment perdu l'odorat dans l'accident, donc ça ils n'arrivent pas à expliquer. Est-ce que c'est le trauma crânien? J'ai eu le nez cassé dans l'accident en fait. Dans le casque, mes lunettes ont cassé sur mon nez et j'ai eu et donc est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des effets secondaires des très nombreux traitements que j'ai eus? Où ça peut être possible. Ils savent pas. En tout cas, maintenant, j'ai plus une anosmie complète, où là, je sentais rien du tout au début. Maintenant, j'ai une dysosmie, c'est que je sens pas tout et pas tout le temps. Une même odeur, par exemple, mon parfum, il y a des jours où je vais le sentir et des jours où je vais pas le sentir. Alors que c'est le même parfum, tous les jours. Donc, puis ça s'explique. Enfin, pourquoi? Et ils arrivent pas à comprendre. Donc voilà. Et puis après avec la double fracture luxation du coude, j'ai vraiment très bien récupéré, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une extension quasi complète. J'ai pas de l'autre côté, j'ai ce qu'ils appellent un récurvatum, c'est que mon coude il va plus loin que l'extension. Là je l'ai plus, mais ça sert à rien de toute façon. Oui, c'est pas un truc mais juste que je suis droitière et j'ai pas retrouvé la force complète que j'avais dans le bras droit. Par exemple, pour mes transferts, je suis beaucoup plus à l'aise à faire les transferts vers la gauche que vers la droite pour sortir du fauteuil ou retourner sur mon fauteuil. Mais parce que aussi, au début, quand j'ai eu le droit, à partir du mois de décembre, parce que la fracture a mis beaucoup de temps à se consolider, à partir de fin novembre, début décembre, où j'ai eu le droit à commencer les transferts, bah évidemment, on les travaillait vers la gauche pour un petit peu soulager et puis préserver mon bras droit qui était encore très fragile. Et donc je pense que c'est pour ça aussi, comme j'ai appris comme ça au maximum au départ, je suis aussi plus à l'aise comme ça et voilà, j'ai un petit peu des douleurs et puis des tendinites, mais ça je pense que beaucoup de personnes qui utilisent un fauteuil roulant manuel finissent à certains moments par avoir des tendinites au coude, à l'épaule, voilà, donc j'en ai soigné plusieurs. À force de répéter le mouvement. C'est ça, parce que les bras sont quand même initialement pas faits pour servir de jambes. Oui. Donc voilà, mais comme m'avait dit une de mes petites nièces qui avait du coup 2018, elle est née en 2015, elle avait 3 ans et demi, et donc c'était 1 an après l'accident, donc elle devait avoir 4 ans et demi ou 5 ans. Elle m'avait dit, mais tu sais, Tata, moi je le trouve super ton fauteuil roulant. Parce que si t'avais pas ton fauteuil, tu serais encore bloqué dans ton lit comme au début. Alors qu'avec ton fauteuil, tu peux aller presque partout. Bon, sauf quand il y a des escaliers, mais ça c'est un peu pénible les escaliers. Mais sinon, tu peux aller partout. Donc moi je le trouve super ton fauteuil. Bah oui, ma bichette, t'as raison. Il est super mon fauteuil. Et même si des fois c'est contraignant. Mais heureusement que je l'ai, parce que si je l'avais pas, elle a raison, je serais bloquée dans mon lit à rien pouvoir faire. Donc ça t'a aidé? Enfin, des phrases comme ça? Ouais, et puis en fait moi je le pensais, mais le fait que ça tombe que ça vienne de sa bouche de petite fille, je me suis dit c'est bien parce que elle m'a connue, mais elle se souvient probablement pas ou très peu parce qu'elle avait 3 ans quand j'ai eu l'accident, mais voilà, elle m'a connue valide, elle m'a connue après. Seul truc qu'ils disent avec son grand frère, ils ont que 15 mois d'écart, mais c'était bien avant quand on pouvait aller à la plage avec toi, Tata. Maintenant, c'est trop compliqué, tu peux plus nous emmener toute seule nous baigner. Ah oui, non, ça c'est sûr que je peux plus vous emmener toute seule, mais voilà, on va. Sinon, rien n'a changé pour eux en fait. C'est toujours la même. C'est toujours la même Tata. Et c'est ce que me disent mes patientes qui me connaissaient d'avant et ma famille et mes amis. Je suis la même, je suis juste assise. Ouais. Mais voilà, dans ma façon de faire, de réfléchir, j'espère que j'ai pas trop changé, mais bon, voilà. Factuellement, on change, mais tout le monde change. Oui. La vie fait que on fait des rencontres, ou pas. On évolue, les expériences font qu'on n'est plus la même personne qui a 7 ans et demi. Mais ça, c'est normal. Enfin, je pense. Et au centre, quand tu étais au centre de rééducation, c'était quoi
grosso modo, tes plannings de la journée? C'était des psys ou c'était... Enfin, t'avais un parcours aussi psychologique pour accepter... Ouais, je voyais une psychologue une fois par semaine à peu près, je pense. Puis après, un peu plus espacé. Moi, clairement, c'était plus pour l'acceptation. Enfin, j'avais double deuil. Comme j'avais dit à mon avocat, j'ai perdu mon ami et mes jambes. Et donc, j'avais le décès de Nico et la paraplégie à accepter. Et donc, la plupart du temps, on parlait plutôt de Nico et de comment j'allais avancer. Et moi, j'étais convaincue, mais ça ne faisait aucun doute que de toute façon, je ne rencontrerai jamais personne. Et d'autres, que ma vie amoureuse, j'avais déjà l'immense chance de l'avoir vécue une fois, que ça n'arriverait plus. Et puis, finalement, si, j'ai rencontré quelqu'un et voilà, et tout se passe très bien. Mais en fait, j'avais les séances de psychologue, il y avait kiné. Moi, j'avais pas d'ergo, ou quasiment pas, parce que comme je disais, je suis que paraplégique, donc il y avait pas vraiment besoin. Il y avait sport adapté. D'accord. Et puis des séances de rolling, ils appellent ça, où on apprenait à manier le fauteuil dans le parc autour de l'hôpital. On était allé 2 fois, je crois, en ville. On apprenait à passer les trottoirs pour monter, pour descendre. Voilà, on avait pris le tram, le bus aussi peut-être. Voilà, j'avais eu aussi à ma demande. Grâce à une des ergos, j'avais pu prendre des séances de conduite pour la régularisation de permis avec les commandes au volant. Et puis apprendre à charger le fauteuil dans la voiture, décharger le fauteuil de la voiture. Et donc c'était essentiellement le matin qu'on avait les séances, toute la rééducation là, réapprendre à tout faire, même s'habiller, se laver, voilà. Et l'après-midi, on avait des temps libres, on avait un peu de kiné aussi, je sais même plus, la honte. C'était il y a 7 ans. Mais on avait surtout le droit à si on devait avoir de la kiné l'après-midi aussi, c'est sûr, on avait de la kiné le matin et l'après-midi. Sinon, on avait des droits à des visites. Et donc, moi, c'était ma petite sœur, merci Océane, qui me gérait mes visites parce que, en gros, quand je suis sortie de réanimation, en réa, il y avait que la famille et moi, j'avais eu des dérogations. Il y avait eu quelques amis qui avaient eu le droit de venir me voir, notamment pour que je puisse donner un peu mes souhaits par rapport à la cérémonie pour Nico, etc. Et normalement, c'était que 3 personnes par jour, mais étant donné que déjà, j'ai 3 sœurs, un frère, mes parents, etc., et ils avaient donné le droit à ce qu'il y ait plus de personnes qui viennent me voir chaque jour. Mais c'était quand même limité. C'est un service de réanimation, il faut quand même être cohérent. Après, à partir du moment où j'étais en neurotraumatologie, avant d'aller en rééducation, là, j'ai eu le droit d'avoir des visites, j'ai récupéré mon téléphone. Et donc là, moi, je disais oui à tout le monde. Je pouvais me retrouver avec 10 personnes le même jour, ça me dérangeait pas. Et mes 2 grandes sœurs sont dans la santé, mais ma petite sœur, c'était beaucoup plus dur pour elle. C'était dur pour tout le monde évidemment. Hein. C'est un cataclysme quand même. Tout l'entourage, c'était pas une épreuve que pour moi, tout ce bazar. Et du coup, ma petite sœur, ça avait été vraiment, je pense, très soutenant pour elle de faire quelque chose de factuel où en fait elle me gérait mon planning de visite. Donc c'était un peu ma secrétaire officielle. C'est ce qu'elle avait noté sur Facebook d'ailleurs. Elle avait mis pour les copains étant la secrétaire officielle d'Alizée, merci de passer par moi si vous voulez lui rendre visite. Et du coup elle me gérait mon planning de visite et c'était fou parce que ça m'a énormément aidé, mais à chaque heure possible de visite pendant toute mon hospitalisation qui a duré quand même 7 mois et demi à temps complet. 7 mois à peu près à temps complet, puis 2 mois après en hôpital de jour. Du coup là, je voyais les gens en dehors, mais chaque heure possible de visite, chaque jour, j'avais des visites. Et du coup, ça faisait rire les soignants parce que dans la chambre à côté,
il y avait un copain jeune aussi que j'ai rencontré là-bas et qui avait beaucoup de visites aussi. Et sur les moments où on n'avait pas de visite, on était très souvent ensemble. Enfin voilà, on s'entendait bien. Et du coup, quand ils cherchaient l'un ou l'autre, c'est ah ben elle est où Alizée ou il est où Timothée oh, bah ils doivent être avec des visites à se balader ou autre. Et puis bah, s'ils sont pas avec des visites, ils sont l'un avec l'autre. Donc et du coup voilà, c'était rigolo, mais on était un bon groupe au centre de rééducation, quelques jeunes. Moi ça avait été un peu dur au début parce que les jeunes paraplégiques que je voyais, c'était surtout ou pas forcément hospitalisés en même temps que moi, d'ailleurs pas hospitalisés en même temps que moi, mais qui revenaient pour des consultations, des examens ou autres, et qui du coup, avec qui on discutait, etc. C'était beaucoup de garçons et qui se retrouvaient avec, par le sport et par souhait pour eux, j'en sais rien, mais avec des bras très musclés et des jambes qui fondent avec la paraplégie. Et moi, je me disais, je veux pas être comme ça. Je veux pas avoir des bras comme ça et des jambes comme ça. Et du coup, j'avais rencontré là-bas qui, elle, était à Saint-Jacques parce qu'elle faisait des études d'activité physique adaptée, de coach en activité physique adaptée, d'enseignant, pardon, en activité physique adaptée. Je crois qu'on dit comme ça. Désolée. Et elle était au STAPS au Mans, mais elle faisait un stage à l'hôpital Saint-Jacques. Et en fait, j'étais arrivée un jour en sport adapté et je la vois et je me dis, en fait, souvent, ils mettaient les stagiaires dans des fauteuils pour leur faire tester, etc. Ouais. Je me dis, elle, c'est une vraie. Vu comment elle manipule son fauteuil, ouais, etc. Et du coup, Francky, un des enseignants à pas, il me dit, comment ça, c'est une vraie? Je dis non, mais c'est une vraie, c'est une vraie paraplégique. C'est pas une étudiante que vous avez mise dans un fauteuil pour qu'elle se rende compte. Il dit, va lui demander. Je dis, je vais pas lui demander, t'es une vraie. T'es paraplégique ou tu fais semblant? Donc du coup, on avait discuté avec Julie et on est amis maintenant. Et vraiment, ça a été un peu un repère pour moi de me dire, ah, ok, donc on peut être une femme en fauteuil. Et en fait, au centre de rééducation, on était obligé d'être tout le temps en jogging. Et l'organisation faisait que on avait une toilette évidemment tous les jours, mais une douche par semaine, donc avec les cheveux longs comme ça, un shampoing par semaine. Voilà. Et du coup, je me disais, et donc Julie, elle a les cheveux longs aussi et elle se maquillait un peu, etc. Et je me disais, donc on peut être une femme en fauteuil et être quand même féminine et ne pas être complètement disproportionnée au niveau. Elle venait pour être pour son stage d'APA, donc elle était aussi en tenue de sport, mais pas avec des joggings moches que moi j'avais mis des joggings un peu n'importe comment, mais voilà, parce que c'était pas la priorité à ce moment-là. Et puis oui, tu faisais ce que tu pouvais exactement. Quand tu pouvais. Mais du coup voilà, Julie, ça avait été mon repère et maintenant c'est resté une amie avec qui on est très souvent en contact. Là, elle vient d'être maman il y a 2 semaines, hier. Donc voilà, moi je le sais qu'on peut être maman même en étant paraplégique, évidemment, par ma profession, etc. Je le sais que c'est faisable, mais voilà, ça me montre que c'est vrai de vrai. Oui, la preuve. Puis elle t'a montré qu'en fait la vie normale pouvait vraiment c'est ça. C'était un accident au ski qu'elle avait eu et quand on s'est rencontrés, ça devait faire 4 ans peut-être qu'elle avait eu 4-5 ans qu'elle avait eu son accident. Donc finalement, ça faisait pas si longtemps que ça. Et pourtant moi, du coup, où ça faisait quelques semaines, enfin quelques mois, j'avais l'impression que c'était une experte du fauteuil, alors que je me rends compte même maintenant au bout de 7 ans et demi qu'il y a encore des trucs que je découvre, que j'apprends, et que je suis pas toujours très à l'aise. Oui. parce que j'ai peur de tomber, que factuellement il faut vraiment pas que je tombe. Tu me demandais tout à l'heure si j'avais d'autres conséquences. Après ça c'est un truc un peu familial, mais
avec la blessure médulaire, comme le bas du corps n'est plus sollicité, on a une déminéralisation osseuse. Ça, c'est les os se déminéralisent un peu, ils sont plus aussi solides que les os qui sont sollicités au quotidien. Et il faut qu'on soit vigilant à ce que ça se dégrade pas trop. Et en fait, moi, il y a une fragilité osseuse familiale, et donc j'ai une ostéoporose qui est prise en charge, donc des os qui sont vraiment très fragiles sur la partie du corps qui n'est plus sollicitée. Okay. Donc ça aussi fait que je suis trop peut-être prudente, mais il faut pas que je tombe. Vraiment, professeur Moguer, qui est le spécialiste de l'ostéoporose, qui me suivait, parce que ça y est, il prend sa retraite, il a pris sa retraite là, donc c'est plus lui qui va me suivre, mais il m'a dit pas de chute, pas de choc, hein, vous avez bien compris, Alizée, parce que là, si vous tombez, vous vous brisez. Oui, bah je fais ce que je peux. Du coup, ça mettrait plus de temps aussi à se réparer. Exactement. C'est ça, en fait, la difficulté. C'est pour ça aussi que mon coude a mis autant de temps à se réparer, c'est que ma réparation osseuse est plus longue. Mais il a rien à voir avec la paraplégie, juste que comme j'ai une fragilité, au niveau des os, il y a une ostéoporose familiale, a priori pour la consolidation des fractures, c'est un peu plus long. Ouais, grave. Ça s'ajoute. C'est ça. Ça s'ajoute. Et tu parlais du coup que Julie, c'est ça, elle avait un enfant. Il n'y a pas de difficulté à être enceinte quand t'es paraplégique? Alors, en fait, faut savoir que en dessous de la blessure médulaire, il y a la paraplégie complète ou incomplète. Donc moi, c'est une paraplégie complète. Donc tout ce qui est en dessous, il n'y a plus aucun passage sensitif ni moteur. Et donc, c'est pas que ne pas pouvoir marcher. C'est toutes les fonctions en dessous qui sont impactées. Donc, il y a plus de sensibilité, donc les points d'appui, le risque d'escarre au niveau de la peau, etc. C'est aussi la fonction urinaire, la fonction intestinale, la circulation du sang. Enfin, tout est quand même un peu compliqué par tout ça. La paraplégie ou la blessure médulaire incomplète, c'est qu'il y a quand même encore un passage nerveux sensitif et ou moteur qui fait que la personne va avoir certaines commandes qui vont persister. Okay. Elle est paraplégique ou tétraplégique quand même. Tétraplégie, c'est au niveau cervical, et paraplégie, c'est en dessous, donc thoracique, lombaire. Donc voilà, dans les tétraplégiques incomplets les plus connus, il y a évidemment Fabien Marceau, Grand Corps Malade, qui est tétraplégique, mais qui a une tétraplégie incomplète, qui fait que avec une canne et avec un peu d'aide, il peut marcher un peu, mais il est tétraplégique quand même. D'accord. En tétraplégie complet connu, il y avait Monsieur Pozzoli Borgo qui avait inspiré le film Intouchable, par exemple. Ok. Voilà. Donc moi, je suis paraplégique complète. Je n'ai aucun passage sensitif ni moteur en dessous de la lésion. Et donc, d'une manière générale, mais encore plus dans le cadre d'une grossesse, il va falloir être vigilant aux complications possibles sur le plan urinaire, intestinal, pour la peau, parce que bon, la prise de poids ne se fait pas en un claquement de doigts, mais forcément, il va y avoir une prise de poids. Donc, potentiellement, besoin de changer de fauteuil, parce que avec la prise de poids, il peut y avoir des points d'appui sur les côtés des fauteuils, et du coup, ne pas forcément sentir que le côté de la hanche appuie sur le côté du garde-boue ou de la roue, et qu'au bout d'un moment, ça pourrait abîmer la peau. Donc ça, faut parfois avoir provisoirement un fauteuil de prêt pendant la grossesse. Ça arrive souvent. Je pense qu'il n'y a pas des milliers de grossesses chez les femmes blessées médulaires par an en France, mais oui, tout comme des femmes valides vont avoir besoin de changer de pantalon pendant la grossesse, là, il faut changer de pantalon et de fauteuil. Mais bon, après, il peut y avoir des locations, etc. Tu vas pas racheter un fauteuil vu le prix. Pour que c'est laps de temps. C'est ça, pour quelques mois, voilà. Mais après, la grossesse, il y a aussi un peu une attention particulière pour la circulation du sang. D'une manière générale, la circulation du sang pendant la grossesse est un peu
contrainte, et donc du coup on conseille les bas de contention, etc. D'autant plus chez une femme blessée médulaire, d'autant plus si elle ne marche pas, parce que du coup le sang va avoir tendance à stagner dans les parties inférieures du corps et ça majore le risque de phlébite par exemple. Donc il y a des caillots qui bouchent les veines. D'accord. Voilà. Donc, Ok. Et puis après, ça va être aussi en fonction des sensations qu'a la femme ou pas. Est-ce qu'elle est capable de sentir ses contractions ou pas? Est-ce qu'elle va pouvoir sentir les mouvements de son bébé ou pas? Enfin voilà, tout ça va faire qu'il va y avoir des accompagnements bien spécifiques. Mais de toute façon, que ce soit la femme ou les soignants qui l'accompagnent, elle n'est pas toute seule. C'est pas que un gynéco ou que une sage-femme. Il y a le médecin rééducateur et si besoin un urologue, un phlébologue, enfin en fonction des C'est un des ensemble besoins. qui C'est un travail en réseau qui est vraiment hyper important et d'anticiper aussi le séjour à la mater. Que la chambre elle puisse être adaptée pour que la patiente puisse s'occuper de son bébé, que y ait une chaise de douche sous la douche par exemple, que les toilettes elle puisse faire son transfert sur les toilettes la patiente, enfin il y a plein de petits trucs à côté. Ouais, et puis envisager aussi le retour à la maison avec tout le matériel de puériculture qui pourra être nécessaire pour que la patiente puisse s'occuper de son bébé en autonomie. Donc, par exemple, un lit à barreaux ou un berceau ou autre qui soit monté, par exemple, sur un bureau ou autre pour que la femme puisse se glisser sous le lit et au lieu d'avoir un lit qui s'ouvre comme ça, avoir un lit qui s'ouvre comme ça et comme ça elle peut coucher son bébé, reprendre son bébé, parce que par exemple ce serait pas possible quand on n'a pas les abdos et les dorsaux d'aller chercher le bébé en sécurité dans un lit où il faut aller plonger dans le lit, enfin ce serait pas possible. Pareil pour la baignoire, pareil pour la table allongée, enfin voilà, c'est plein de toutes petites choses mais c'est important et qu'il faut anticiper. Et il y a aussi des associations etc qui peuvent accompagner, qui peuvent aider pour avoir des conseils, et c'est aussi un travail en partenariat avec les ergothérapeutes, etc. C'est possible d'accoucher par voie basse ou c'est césarienne? C'est possible d'accoucher par voie basse. Après, ça dépend aussi du souhait de la femme et de la lésion, mais c'est possible d'accoucher par voie basse. Parfois, on va quand même pour une femme qui, comme moi, n'a pas de sensibilité, parfois on va quand même préconiser la pose d'une péridurale, même si je ne sens pas la douleur, mon corps la ressent, et il peut y avoir d'autres manifestations comme une augmentation de la spasticité, donc une augmentation des contractures involontaires dans les jambes, etc. Il peut y avoir aussi, pour les personnes qui ont des blessures médulaires plus hautes que T6, ce qu'on appelle une HRA, une hyperréflexie autonome. C'est un emballement du système nerveux autonome avec une très grande augmentation de la tension artérielle qui peut être dangereuse pour la santé de la personne. Et donc pour éviter tout ça, quand il y a une douleur qui est pas ressentie, ça peut aussi entraîner ce genre de là c'est pas tellement pour la douleur, c'est les conséquences. Pour limiter les conséquences possibles, voilà. Mais après dans certains cas on va préférer une césarienne parce que la situation est plus en faveur de cette prise en charge. Enfin voilà, c'est vraiment du cas par cas, mais comme pour n'importe qui. Une mère qui voilà, n'est pas paraplégique. C'est ça. Et après ça va être aussi en fonction du souhait de la femme et puis du médecin rééducateur qui l'accompagne et puis du gynécologue obstétricien qui accompagne la femme dans sa grossesse. Mais c'est possible par voie basse. C'est pas quelque chose qui... C'est possible. T'as déjà eu une patiente paraplégique? Alors j'ai accompagné récemment, juste pour une séance de prépa à la naissance et à la parentalité, une jeune femme paraplégique qui attend son premier enfant. Mais j'ai pas fait d'accompagnement pour toute une grossesse. Là, c'était juste une jeune femme qui habite pas très loin de Saint-Nazaire, et c'est une autre collègue qui l'accompagne pour les séances de prépa. Elle est suivie par un gynéco et un médecin rééducateur pour le côté médical de la grossesse. Mais ma collègue
la voyait pour des séances de prépa, etc. Et comme elle se posait beaucoup de questions, la jeune femme, et que ma collègue ne savait pas y répondre par rapport au matériel et puis aux conditions de naissance, etc. Enfin voilà, du coup, on a pris un peu plus d'1 heure où on a discuté, on est parti de ces questions, et puis j'ai essayé de l'accompagner aussi, et puis de lui parler aussi des prestations auxquelles elle peut prétendre, la PCH, la prestation de compensation du handicap parentalité, par exemple, à laquelle elle peut avoir droit auprès de la MDPH, la maison départementale, qui s'appelle la MDA d'ailleurs, maintenant, la maison départementale de l'autonomie. Mais c'était MDPH, maison départementale des personnes en situation de handicap, et qui peut verser une prestation compensatoire parentalité, parce que effectivement le matériel va coûter plus cher, parce qu'il faut plein d'adaptations, etc. Et voilà, et de lui dire aussi que par exemple, pourquoi pas envisager un moyen de portage pour qu'elle puisse se déplacer dans son logement avec ou même en extérieur avec son bébé, parce qu'une poussette ça va être compliqué, et qu'elle peut pas avoir son bébé dans les bras et se déplacer en fauteuil. C'est des écharpes une écharpe de portage, ou enfin d'essayer de voir avec quels moyens elle serait plus à l'aise. Est-ce que c'est un sling, une écharpe, un porte-bébé, enfin voilà, qu'elle puisse pourquoi pas rencontrer, soit voir avec une ergothérapeute, ou ergothérapeute et professionnel du portage, pour essayer de concilier, voir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui pour elle serait le plus adapté. Parce que même si pour une personne en fauteuil, ça peut être le papa aussi qui est en fauteuil et qui peut avoir besoin de porter son bébé, ça va être, je sais pas, une écharpe sling que lui il va trouver super pratique, et que quelqu'un d'autre va dire non, moi ça me correspond pas du tout, je suis pas à l'aise. Ça dépend des gens. C'est ça. Mais comme pour même une personne valide, les moyens de portage, voilà. Et ça dépasse juste l'aspect fauteuil, c'est ça. Les choix varient pour tout le monde. Et puis qu'il faut être à l'aise, parce que c'est quelque chose qui va être utilisé au quotidien. Donc, faut se sentir bien dans son rôle de parent. C'est quand même pas rien, et c'est pour plusieurs années. Normalement, Normalement, on porte pas son bébé en écharpe plusieurs années. Un bout d'un moment, il grandit. Et ça a donné quoi, du coup, l'accident? Il y a eu un jugement, il a été condamné, il a été... Du coup, l'automobiliste, comme je te disais au départ, il a... À aucun moment, il a essayé de faire comme si c'était pas de sa faute. Enfin voilà, il a tout de suite reconnu. Donc ça a beaucoup simplifié les choses. Moi, la chance que j'ai dans tout ce bazar, c'est qu'il y a un tiers responsable qui est identifié et assuré. Donc au niveau de la prise en charge de l'immense majorité des dépenses que j'ai à faire à cause du handicap, et grâce à mon avocat qui est exceptionnel, Maître Millepied de la compagnie Avici, si des gens ont besoin, voilà, ils sont super, tous les avocats du groupe. Ils font que de l'assistance à victimes, et donc pas que victimes paraplégiques, victimes d'une manière générale, dommages corporels essentiellement, et du coup il y a eu un jugement. Donc l'accident était le 5 août, et il y a eu le jugement en novembre 2019 au Sable d'Olonne, où mon avocat m'avait dit non, vaut mieux pas que vous y alliez, ça va être dur, etc. Mais moi j'avais besoin d'y aller pour voir l'automobiliste et me rendre compte si il réalisait ou pas. Il avait 60... j'ai un doute entre 64 et 67, peu importe. Au moment de l'accident. J'avais besoin de savoir est-ce qu'il se rendait compte des conséquences de ce qui s'était passé, enfin voilà. Et du coup, j'y étais allée avec mes parents et ma belle-mère, la femme de mon papa. Et il y avait les parents de Nico également. Et du coup, lui, il a eu 6 mois de retraite permis, enfin la cause totale de l'accident, la responsabilité totale de l'accident, 6 mois de retraite permis, 6 mois de prison avec sursis en cas de récidive dans les
2 ou 3 ans et 250 € d'amende. Mais en fait, moi, j'attendais pas à ce qu'il y ait une condamnation. Enfin, ça changeait rien aux conséquences. La finalité était la même. La finalité était la même. J'ai la chance d'avoir réussi à ne jamais avoir eu de colère. Je pense que j'avais vraiment de l'énergie à dépenser dans autre chose. Évidemment que il y a des conséquences dramatiques à l'accident, mais je mets au défi tous les personnes qui sont conducteurs ou conductrices d'être toujours à 100% de leur attention quand ils conduisent. Il dit qu'il nous a pas vus. Factuellement, il nous a pas vus. Il aurait pas tourné s'il nous avait vus. Oui. Peut-être que il a regardé en pensant voir une voiture, un camion, mais qu'il avait pas le schéma moto à ce moment-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, les conséquences sont dramatiques. Nico est décédé, moi je suis paraplégique, mais de toute façon, si je suis en colère, ça changera pas. Ça ramènera pas Nico, ça me rendra pas valide. Donc autant que j'essaye d'avancer avec des émotions les plus neutres possibles. En tout cas, les plus positives pour continuer à avancer. C'est ça, pour pouvoir avancer. La seule chose que j'aurais aimé, moi, en fait, moi, l'accident était en août 2018 et j'ai eu la voiture en fin octobre 2019, pardon. Donc, il y a eu 15 mois où j'ai pas eu de voiture, où j'ai pas pu me déplacer par mes propres moyens, où il fallait, à partir du moment où j'ai pu faire les transferts en voiture, etc., mais où dès que je voulais aller quelque part, ou juste faire une petite course, ou voir quelqu'un, il fallait tout le temps que je demande, qu'on m'emmène à droite, à gauche. Et donc, j'aurais juste voulu qu'il ait, au lieu de 6 mois de retraite permis, qu'il ait au moins 15 mois pour qu'il se rende compte à quel point c'est compliqué. Et encore, lui, il pouvait pas conduire. Oui. Il avait pas à réapprendre à rentrer dans une voiture et à rentrer un fauteuil dans la voiture. Oui. Donc, il avait le droit d'avoir 15 mois. Voilà. Donc 6 mois, je trouvais que c'était un peu léger. Ouais. Mais bon, après, voilà, a priori, c'était vraiment un automobiliste exemplaire, qui avait jamais eu de condamnation, etc. Donc, oui, pas de drogue, pas d'alcool. Voilà, pas de drogue, pas d'alcool, qui avait jamais eu même de PV pour excès de vitesse ou quoi que ce soit. C'était vraiment quelqu'un, a priori, un très très bon conducteur. C'est ça. Donc, pourquoi ce jour-là il nous a pas vus, je n'en sais rien. En tout cas, quand je l'ai vu au tribunal, de très nombreuses fois, il s'est retourné au moment où lui était à la barre, il s'est retourné vers le papa de Nico et moi qui étions demandés à être juste derrière lui devant. Il s'est retourné vers nous en disant « Je suis vraiment désolé, je vous ai pas vu ». Et le juge et le magistrat lui ont dit 2 fois « Monsieur, on vous demande de vous adresser à la cour et de ne pas vous adresser aux victimes ». Et au bout de la 2e fois, ils ont dit si ça se reproduit, on arrête le procès. Enfin, je sais plus comment on dit. Enfin, on suspend. Voilà, on suspend la séance. Donc moi, j'ai dit non, non, on est là maintenant, on avance et on en termine. Mais voilà. Et c'était important pour toi qu'il y ait ces excuses quand même. Enfin, ça fait partie du processus. En fait, je m'en doutais parce que un des gendarmes qui était là au moment de l'accident, qui m'avait recontacté après, m'avait dit, vous savez, l'automobiliste, vraiment, il est profondément bouleversé, etc. Oui, j'imagine, mais je vais pas le plaindre non plus. Je suis désolée, mais je pense que sa vie est moins bouleversée que la mienne. Et puis lui, il était plus sur la fin de sa vie que le début, quand même. Moi, j'avais 27 ans au moment de l'accident. On avait tous les projets de vie d'un jeune couple, voilà, la maison, ça venait d'être fait, construction de vie de famille, enfin voilà. Ce sera différent. Ce sera une belle vie quand même. Oui, du coup, effectivement, tu te disais pas, oui, le pauvre, il va vivre toute sa vie avec ça. Après, je me disais évidemment que ça doit être dur d'avoir tué quelqu'un et d'avoir rendu une fille, une jeune femme paraplégique. D'autant que j'ai appris qu'il avait une fille qui avait à peu près le même âge que moi, donc évidemment qu'il arrivait à s'identifier et à comprendre les conséquences de ce qu'il avait fait. Mais évidemment aussi qu'il l'avait pas fait exprès et que ça servait à rien que je sois en colère contre lui et que probablement que sa vie allait
très bouleversé par tout ça. Mais j'ose espérer qu'il a trouvé, comme moi c'est le cas, les soutiens nécessaires pour pouvoir avancer et avoir une vie la plus heureuse possible. C'est une vie différente, mais c'est une belle vie quand même. C'est la vie quand même. Et voilà, je préfère, comme je le dis souvent, bien vivre avec tout ce qui me reste possible que de mal vivre en repensant à tout ce que j'aurais pu faire et tout ce que j'aimais faire avant. Bah oui, je vais plus aller courir, je vais plus aller faire des randos en montagne, etc. Bah ouais, mais je vais faire d'autres choses. T'as l'impression d'être en paix aujourd'hui? Globalement, oui. Après, il y a des moments où, quand tout me prend plus de temps, je me dis, ça me saoule ce temps de vie perdu là, à passer autant de temps à me préparer le matin. Enfin voilà. Mais c'est comme ça. Enfin, la plupart du temps au quotidien, ça le fait. Et puis, c'est pas facile pour moi parfois de revenir, de remuer un peu ce qui s'était passé. Je suis vraiment dans une démarche d'avancer. Et donc, je ressasse très peu comment c'était avant. Ok. Donc là, on en parle aujourd'hui. Et donc, voilà, ça remue des choses. Mais c'est ok. En fait, j'en parle facilement. Mais tu passes pas ton quotidien à... C'est ça. J'ai la chance de réussir et de assez peu souffrir de douleurs neurologiques, etc., comme peuvent avoir certains. Et ça, je pense que ça m'aide aussi beaucoup. Parce que j'ai des traitements au quotidien, mais j'ai pas de traitement pour des douleurs chroniques. Et ça, je pense que doit être vraiment encore autre chose. Ouais. Donc oui, est-ce que je suis en paix aujourd'hui? Globalement, oui. Et j'ai plein de beaux projets et plein de souhaits, etc. Et donc voilà, il y a aussi des choses que j'aimerais pouvoir faire et que factuellement c'est pas possible à Alizée. Pas pour l'instant peut-être. Ouais, si il faut que la médecine progresse beaucoup du coup. Parce que là actuellement on sait pas réparer une moelle épinière et donc si ça reste comme ça, voilà, mais on sait jamais. Là à Lausanne ils ont fait plein de recherches très prometteuses où ils font des stimulations, où ils shuntent la blessure médulaire et où a priori ils arriveraient à plus ou moins redonner certaines fonctions à des personnes blessées médulaires. Donc on verra bien dans quelques années ce que ça donnera. Voilà. Comment t'as réagi justement au bout des 2 ans quand on t'a dit en fait ça va pas revenir? C'est pas tellement au bout des 2 ans parce que au bout de 3 mois, donc en novembre déjà, on m'avait clairement dit que s'il y avait aucun passage ni sensitif ni nerveux ni moteur pardon, donc aucun passage nerveux, 3 mois, même pas un tout petit peu de sensation ou un tout petit peu un orteil qui bouge par exemple ou autre, il y avait quand même très peu de chances que ça revienne. Donc le coup dur il a plutôt été à 3 mois. Et après, je me suis dit, de toute façon, on verra bien, en fait. J'avance avec l'état actuel des choses. Et si ça progresse favorablement, c'est super. Ce que je veux, c'est surtout que ça ne s'aggrave pas, parce que c'est possible aussi. Qu'est-ce qui fait que ça peut s'aggraver? En fait, il y a une sorte de cicatrice au niveau de la moelle épinière et qui peut former avec des pressions importantes au niveau de la moelle épinière, etc. Ça peut faire une sorte de kyste qui fait que la compression se fait plus haut. Et donc du coup, au lieu d'être paraplégique T6, T7 comme c'est le cas actuellement, ça pourrait atteindre vraiment T6 et puis T6, T16 ou T5 ou même carrément plus haut. Et j'ai connu comme ça quelqu'un au centre de rééducation qui a été paraplégique pendant une vingtaine d'années et sur un effort important où il montait une très grande côte en montagne, je crois, en fauteuil. En fait, a priori, après, il avait pas bien soufflé, pas bien respiré. Ça fait une hyperpression au niveau de sa moelle épinière et ça fait qu'il était devenu malheureusement tétraplégique. Avec vraiment une tétraplégie haute parce qu'il était même sous assistance respiratoire, etc. Donc je suis très, très vigilante. Je souffle un peu. Sur tous les efforts que je fais, je souffle tout le temps. Voilà. Mais après, malheureusement, on peut pas être à l'abri de tout et on peut pas s'arrêter de vivre non plus. Oui. Donc, mais au final, comme quelqu'un de valide,
peut nous arriver malheureusement quelque chose. Exactement, c'est exactement ce que je disais avant l'accident. C'est de toute façon ça arrive aux autres jusqu'au jour où malheureusement c'était moi. Mais ça n'empêche qu'il faut pas vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence en se disant ça se trouve il peut m'arriver un truc dramatique. Oui, il peut t'arriver plein de belles choses aussi, donc ça vaut le coup de vivre quand même. D'ailleurs aujourd'hui tu as rencontré Kylian. Oui. Enfin, pas aujourd'hui, il y a 3 ans et demi. Aujourd'hui, tu es avec Kylian. Oui. Comment ça se passe le début d'une relation? Est-ce qu'on a peur que la personne en face, elle se dise ok, je suis en fauteuil, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer? Alors, Kylian est paraplégique aussi. On s'est rencontrés sur un séjour grâce à l'association Comme les Autres, une asso qui fait de l'accompagnement de personnes devenues handicapées moteurs suite à un accident de la vie, donc des personnes amputées et des personnes blessées médulaires, essentiellement, à ma connaissance, et qui va faire un accompagnement vers la vie, le retour à la vie sociale, professionnelle, etc., à travers des activités sportives beaucoup et à travers des séjours. Et donc nous on a fait partie d'un même séjour au Sable d'Olonne. Et d'ailleurs c'est une belle revanche, je viens de réaliser parce que du coup le tribunal était au Sable d'Olonne et le séjour au Sable d'Olonne. Et l'accident était à Maché, donc pas au Sable d'Olonne, mais voilà, je viens de percuter. Et donc on s'est rencontrés là-bas, on s'est très bien entendus, mais on n'avait pas du tout envie ni le projet d'être en couple ni l'un ni l'autre à ce moment-là. Et puis pour toi c'était toujours impossible? Oui, moi de toute façon je me disais que c'était impossible. Kylian lui il était à fond dans ses études, enfin voilà, et après lui était à Vannes et moi à Saint-Nazaire, et donc après le séjour qui était du 22 au 26 août 2022, on s'est vu, on s'est recontacté par message, et puis on s'est appelé, puis on s'est revu, puis puis au bout d'un moment on s'est dit bon on s'aime bien quand même. Et puis voilà, et donc le séjour était fin août et 2022, et on a commencé notre relation en octobre 2022, et voilà, depuis on vit ensemble. Là on a pour projet de faire construire une maison, donc à 2 fauteuils, évidemment c'est une maison spacieuse, oui, de plein pied, pour avoir la place de passer à 2 fauteuils. Là dans le logement actuel ça le fait, mais c'est un peu compliqué parce que 2 fauteuils on prend de la place. Oui. Donc voilà. Mais oui, pour répondre à ta question, est-ce qu'on se pose la question de l'autre, comment il va accepter le fauteuil ou pas? Moi je me suis dit de toute façon ouais, parce que comment on va faire c'est ça, dans le logement et puis on va se comprendre, et puis ça simplifie peut-être certaines choses parce qu'on sait l'un et l'autre que d'être en fauteuil, en paraplégique, c'est pas que je peux pas marcher. C'est qu'il y a d'autres besoins, d'autres choses auxquelles il faut être attentif, etc. Et donc quand l'un ou l'autre a un besoin un peu spécifique, et évidemment on se comprend, il n'y a pas besoin de l'expliquer, et il n'y a pas de gêne ou de honte ou je sais pas quoi par rapport à ça non plus. Puis vous vous mettez rapidement du coup à la place de l'autre. C'est ça. Et donc voilà, du coup c'est chouette la vie. Et comment tu t'es donné l'autorisation d'aimer de nouveau? Ou ça n'a pas été un problème pour toi? En fait, je sais que Nico, c'est ce qu'il voudrait, que je sois heureuse dans ma vie, et enfin ça n'a jamais été un doute. C'était plus moi qui me disais de toute façon c'est pas possible que la vie m'offre cette chance une deuxième fois de pouvoir avoir une rencontre aussi belle que celle que j'avais avec Nico et que j'ai maintenant avec Kylian. Donc si, c'est possible. Et en fait, que ce soit les amis de Nico ou autres, ils m'avaient dit très rapidement, mais si un jour tu rencontres quelqu'un, on sera très heureux pour toi, on sera très heureux de pouvoir le rencontrer, t'accompagner, etc. Donc maintenant la vie fait que on se voit beaucoup moins avec les amis de Nico, mais c'est comme ça, en fait, c'est juste la vie avance, il y a des liens qui se font, qui se défont. Ça veut pas dire qu'on est fâché ou quoi que ce soit, mais juste que on a moins créé l'occasion de se voir, et ça n'empêche que si on se croise ou qu'un événement fait qu'on est amené à se voir, on sera très content de se voir et de se donner des nouvelles et de savoir où en sont les uns les autres. Qui a cassé votre relation, c'est la vie qui fait que c'est ça, parce que au contraire, on s'est énormément vu juste après le décès. J'étais peut-être aussi un peu un lien qui les rattachait à leur ami, et puis
Et puis c'était aussi très important pour moi d'avoir ce lien-là avec eux. Et puis Vice après, versa, c'était dans c'est les ça. deux sens. Et après, ils m'ont beaucoup aidé quand j'ai emménagé. Ils m'ont aidé pour le déménagement, etc. Il y a un des copains qui a fait une partie des travaux à l'appartement pour rendre l'appartement accessible parce que c'était son métier. Enfin voilà. Et puis bah après, on s'est vu pas mal dans les premiers temps où j'ai emménagé ici, mais bon bah maintenant, ça fait 5 ans et demi que je vis à l'appart. Bah voilà, c'est comme ça. On a tous des chemins de vie qui évoluent et que bah dans nos plannings de trentenaire, il y a que 24 heures par jour, 7 jours par semaine et que on n'y arrive pas. En fait, on n'arrive pas à tout caler et que voilà, on verra. Peut-être que la vie fera qu'on sera amené à nouveau à passer du temps ensemble et ce sera avec plaisir ou pas. Je sais pas, on verra. Et comment tu arrives à donner une place à Nicolas parce qu'il a existé dans la relation avec Kylian? Comment tu as réussi à trouver un équilibre? Bah de toute façon, on a tous eu une vie avant. Et que Kylian, il est tout à fait OK avec ça. S'il y a besoin des fois d'en parler ou des fois dans les conversations avec ma famille ou avec les copains, on va parler de moments où Nico était là ou autre, bah ça fait partie de ma vie. Et comme lui, parfois, quand on va avec sa famille ou avec ses amis, la situation s'est pas trop présentée, mais lui aussi, des fois, il va me parler de ah bah oui, ça c'était quand j'étais avec Justine, machin. Bah oui, bah on a eu une vie avant en fait. Oui. On s'est rencontrés avec Kylian. Du coup, lui, il avait 29 ans et moi 31. Ouais. Bah oui. On a eu une vie avant. Oui. En fait, et donc c'est comme ça, c'est normal. Tu as juste un peu plus de bienveillance, forcément, quand toi tu parles de Nico, il y a de la bienveillance qui se met en place derrière. Oui, mais tout comme je pense que là, c'est pas une fin de relation avec Nico parce qu'on s'est séparés, parce qu'on n'était plus amoureux. Donc forcément, évidemment que ça doit être un peu particulier. Mais en fait, t'en parles comme un ex, comme Kylian peut parler de son ex, en fait. Ouais. Et peut-être pas non plus parce qu'il avait pas les projets de vie avec Justine que moi j'avais avec Nico. Donc voilà, on en parle naturellement en fait. Oui, je pense qu'on s'est pas trop posé la question, on s'est pas mis de tabou par rapport à ça ou quoi que ce soit. De toute façon, ça servira à rien. Justement de pas en avoir parce que ça crée cet équilibre qui est naturel. Voilà, ça s'est fait tout à fait naturellement. Ça fait partie de ma vie. Nico fera toujours partie de ma vie, tout comme Kylian fera toujours partie de ma vie, quoi qu'il arrive. Donc et il arrivera que des belles choses. Je touche du bois. C'est pas du vrai bois, ça. On y croit. De la peau de singe. Voilà. Et tu dirais que ta famille a été d'une grande aide, du coup, dans le passage, famille, amis. Ma famille, mes amis, ils ont été des piliers. Les soignants aussi, évidemment. Julie, qui était encore une autre Julie, il y a eu beaucoup de Julie, mais qui était ma kiné au centre de rééducation, ça a été un pilier, et c'est encore quelqu'un avec qui j'ai eu des contacts, avec qui je m'entends très très bien. Ma famille, mes amis, ils ont été vraiment extraordinaires, exceptionnels, de soutien et de bienveillance, et eux aussi parce qu'ils ont été emmenés dans tout ce cataclysme, et j'ose même pas imaginer ce que eux ils ont vécu. Enfin voilà, quand je disais que je parlais pas au tout début, la première fois où j'ai reparlé, c'était à mon petit frère. J'étais encore en réanimation et mon petit frère avait 12 ans et je l'avais tiré vers moi avec mon bras gauche parce que mon bras droit du coup, et je lui avais dit, on me l'a raconté ça aussi, mais pitié, j'ai mal, au secours, sauve-moi, sors-moi de là. Et putain, le pauvre, quoi, 12 ans, évidemment que c'était déjà hyper dur pour lui, et que ça remettait tout en cause, de à quoi bon faire des études, avoir des projets de vie, un amoureux, etc. Si c'est pour qu'en une fraction de seconde, tout soit parti comme ça. Bah non, voilà, ça a été très dur, mais là maintenant, il s'en sort et je suis ravie qu'il ait réussi à rebondir et qu'il ait réussi à et mes sœurs et mes parents et toute ma famille et mes amis proches, enfin
C'est essentiel. C'est des piliers et je les remercierai jamais assez et je les aime infiniment et voilà. T'as culpabilisé de les emmener dans Ouais. cette avalanche? Ça, ouais. J'ai pas eu de colère, mais je me suis dit, mais ils ont pas, enfin, moi non plus, je méritais pas tout ça, mais ils méritent pas d'être emmenés dans tout ce cataclysme. Et à la fois, ils voyaient pas les choses autrement. Mais voilà, mon papa, je disais, a fait des travaux, mais ma maman aussi. Enfin, toutes mes sœurs, mon petit frère vit encore chez ma maman, mais mes sœurs enfin bref, tout le monde a fait des travaux chez eux en fait. Voilà, un de mes meilleurs amis a aussi fait une terrasse, pour que je puisse accéder à chez eux. Une de mes meilleures amies, quand ils ont choisi dans leur appartement, ils avaient fait mettre une rampe et dans leur nouveau logement, ils ont fait en sorte aussi de choisir leur maison de plein pied, machin, etc. Enfin, ouais, j'ai quand même beaucoup de chance d'être aussi bien entourée. Alors, il y en a qui disent, on a l'entourage qu'on mérite. Voilà, je sais pas. Tu mérites beaucoup de choses, du coup. C'est une bonne personne. mais ouais. Et si tu avais d'autres conseils à donner ou d'autres choses qui t'ont permis d'avancer, ça serait quoi? Que ce soit quelqu'un qui est dans ta situation ou une personne, un membre de la famille. Après, moi, j'ai la chance, on est une famille vraiment très soudée et on s'entend très bien, etc. Donc, j'imagine que c'est pas aussi simple dans toutes les familles, mais de trouver, que ce soit famille ou amis, des personnes avec qui on peut se sentir soutenu, accepté, comme on est et avec qui on se sentira pas jugé, etc. Et d'avoir ces personnes qui soient des piliers, mais et que ces personnes puissent aussi nous avoir comme piliers. Voilà, que les échanges se fassent dans les deux sens. Et puis de trouver des activités ou des projets qui motivent à avancer. Moi, il y avait bien sûr la reprise du travail et puis le fait j'aime beaucoup me promener en extérieur, etc. Enfin, je faisais beaucoup de rando, de courses à pied, etc. Avant, ça c'est plus possible, mais d'avoir comme ça des élans de motivation. Moi, je fais du kayak de mer, par exemple. Donc, c'est un sport où je suis plus dans le fauteuil. Une fois que je suis dans le kayak, sur l'eau, on me regarde comme n'importe qui. Ça se voit pas. J'ai une petite question. Oui. Si tu tombes, comment tu fais? Je remonte. Mais tu peux nager? Je peux nager. J'ai un gilet de sauvetage déjà. Ouais. Je peux nager avec le haut du corps. Le bas, il fait n'importe quoi, mais je peux nager avec le haut du corps. On a fait des essais en piscine en fait en janvier, février. Le club de kayak a un arrangement avec la piscine de Piriac et on va faire des séances en piscine et du coup pour rassurer tout le monde, j'y étais allée et du coup volontairement. Alors c'est beaucoup plus simple en piscine. On n'a jamais eu le cas, là aussi je touche du bois, on n'a jamais eu le cas en mer. Mais là en piscine dans de l'eau chaude, calme, etc. Je me renverse et après de toute façon on part jamais tout seul et moi je suis toujours en kayak biplace en mer. Là dans la piscine j'étais en kayak monoplace mais juste il y a toujours au moins 2 kayaks et donc quelqu'un dans un autre kayak qui tient le kayak et moi je remonte dedans à la force des bras. C'est CKPCA le nom du club dont je fais partie, canoë kayak. Alors pour le P, ils sont pas tous d'accord. Presqu'île ou Pornichet, Côte d'Amour. Il y a des vidéos de moi qui remontent qui remontent dans le kayak en piscine. Voilà, ça devait être en 2020. J'ai commencé en 2022, je crois. Donc ça doit être en 2023. Et ça, c'est quelque chose, oui, qui t'aide parce que, en fait, ça te permet de continuer d'aller de l'avant. Ça me permet d'être dehors et de longer la côte comme je le faisais avant en courant d'en haut. Là, je le fais depuis la mer. C'est pas pareil, mais c'est bien aussi. Ouais. Et c'est un sport d'extérieur. Et où j'ai pas le fauteuil. Aussi. Parce que sinon, t'as toujours le fauteuil. Quasiment. Si tu veux faire du tennis de table, si tu veux faire du basket fauteuil, si tu veux faire j'en sais rien moi, même de l'athlétisme, de la course, t'es dans un fauteuil d'athlète, ok, mais t'es dans un fauteuil. T'es dans un fauteuil, alors que là, le fauteuil, il est pas présent. C'était dur pour toi le changement de ton corps, de comment tu pouvais te percevoir?
un peu, ce qui était plus dur, c'était le regard des autres. Les regards de pitié. Comme dit Grand Corps Malade dans une de ses chansons, certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. Ouais, vraiment. Oui, c'est pas forcément méchant. Non, mais c'est des regards de pitié ou alors les aides intempestives, là, non sollicitées. Ah mais attendez, je vais vous aider, on te demande rien, tu as ton fauteuil qui avance, mais laissez-moi tranquille, vous allez me faire tomber en fait. J'ai eu le cas une fois à Nantes pour traverser les lignes de tram où quelqu'un a voulu m'aider et a poussé mon fauteuil, sauf que les petits trous du fauteuil se sont plantés dans les rails, j'ai failli tomber en avant. J'allais à un examen pour un scanner, la seringue de produits de contraste que j'avais galéré à trouver à la pharmacie, heureusement n'a pas cassé, mais s'est retrouvé projeté parce que du coup quand ça a buté, le carton est parti loin. Et j'ai hurlé, j'ai dit mais ça va pas bien de faire un truc pareil. Mais je voulais vous aider, mais là vous m'avez pas aidé, vous avez failli me faire tomber. Et on n'aide pas. On demande en fait de proposer de l'aide, de dire est-ce que vous avez besoin d'aide et si oui comment je peux vous aider. Ok, mais pas sans demander à la personne dire attendez je vais vous aider tout en poussant le fauteuil. Oui, c'est dangereux. Et en fait ça on le fait alors qu'on le ferait pas sur une personne valide qui porte des sacs à choper ses sacs et à traverser pour elle quoi. Voilà. Et donc voilà, mais globalement c'est mieux et puis c'est rigolo parce que quand on se promène tous les deux avec Kylian, donc on est tous les deux en fauteuil, Kylian il a pas de poignée sur son fauteuil, moi j'en ai et je sais pas, peut-être que j'ai l'air de plus galérer ou que comme je suis une femme les gens osent plus, mais quand on se balade tous les deux, de toute façon Kylian il répond pas aux gens parce qu'il dit non mais je veux qu'on me laisse tranquille et les gens c'est plus moi qui vont vouloir aider etc. Ok. Et si j'ai besoin d'aide, soit je demande, soit on me propose de l'aide. Oui, et là, si j'ai besoin, mais pas sans demande. Ouais. Et les regards, j'essaie de moins y faire attention. Oui. Et t'as déjà eu des fois des regards méchants ou mal placés? Je pense pas. Okay. Ou alors je m'en souviens pas. Et non, par contre, c'est des petites maladresses. Ça va être des gens qui, par exemple, va y avoir un enfant qui va questionner ou qui va dire ah regarde la dame elle est handicapée ou la dame elle est en fauteuil et les gens qui vont dire chut dis rien etc. Mais en fait c'est encore plus nous mettre à l'écart de la société. C'est normal que les enfants ça les questionne, qu'ils aient pas l'habitude. Et en fait moi si un enfant se pose la question de pourquoi t'es en fauteuil ou pourquoi tu te déplaces comme ça ou autre, je vais essayer en fonction de l'âge de l'enfant d'adapter, de dire tu vois la moelle épinière c'est comme des grands câbles électriques, moi les câbles électriques ils sont cassés et donc du coup la commande entre mon cerveau et mes jambes elle fonctionne plus donc je peux pas marcher, c'est pour ça que j'ai un peu comme une grande poussette. Toi t'es grand maintenant, t'es plus dans une poussette mais moi j'ai besoin d'être dans une poussette encore. Oh ça c'est rigolo, une dame dans une poussette. Oui, tu vois. Enfin, voilà. Donc j'essaie d'adapter en fonction de l'âge de l'enfant. Mais et puis finalement ça dédramatise aussi tout ça parce que le fait de dire chut, l'enfant il prend ça comme quelque chose de tabou. Oui, et d'interdit alors qu'en fait il verra d'autres personnes en fauteuil et que moi c'est une blessure médulaire donc c'est pour ça que moi je peux pas marcher mais il y aura d'autres situations mais au contraire de laisser l'enfant questionner, c'est normal qu'un enfant se questionne sur tout dans la vie et on fait partie de la vie en fait. Donc, oui, clairement. Voilà. Il y avait une petite fille un jour qui était trop mignonne qui avait dit regarde maman la dame elle est sur son tapis volant. Alors on y est presque. C'est fauteuil roulant, tapis volant. C'est bien aussi. C'est bien. Voilà. Je trouvais ça trop mignon. C'est bien comme mot de la fin, ça. Ouais. C'est très mignon. Merci beaucoup de nous avoir merci à toi. Ton histoire, tes conseils. Et puis, si ça peut aider même une seule personne, ce sera avec plaisir. Ça aide forcément à voir la vie autrement, déjà. Même sans être dans cette situation. Avec un peu de sourire et de soleil et que, voilà, comme dit Zao de Sagazan, il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et comme toi, tu dis dans le début de ton podcast, après une nuit sombre, le jour finit toujours par se lever. C'est ça. Quelque chose comme ça. Toujours par se lever. C'est ça. Pas exactement la bonne phrase, mais c'est quelque chose comme ça. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment fort avec nous. Si tu penses que cette histoire peut aider quelqu'un autour de toi, envoie-lui cet épisode. C'est peut-être le message d'espoir dont cette personne a besoin aujourd'hui.
Et pour soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire et d'ici là, n'oublie pas, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever.